Alors, je vais en profiter pour vous représenter nos deux amis, puisque l'enregistrement a démarré un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, avec moi sont présents Arnaud Géa, donc spécialiste de physiologie et d'aromathérapie, et Hervé Demet, docteur vétérinaire et spécialiste des algues, tous deux membres de notre comité scientifique euh, pour l'élaboration de tous nos e-learning, excusez-moi. Donc, un petit rappel d'abord sur la gamme Aromalogie. Donc, vous savez qu'Aromalogie est une marque essentiellement de compléments alimentaires, mais pas que. On a aussi des sprays à base d'huile végétale appliquée sur la peau, des sprays pour l'environnement, etc., des inhaleurs aussi. Et donc, notre particularité, en tout cas pour la partie complément alimentaire, est d'associer un support minéral marin, la coquille d'huître fossilisée, qui permet de rééquilibrer le terrain acido-basique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque la plupart des pathologies que nous pouvons développer s'ancrent sur un terrain qui est souvent trop acide. Et donc, le fait de travailler sur ce terrain et de rétablir cet équilibre acido-basique va permettre d'éviter les récidives, va permettre d'assainir le terrain, qui va éviter le développement de nombreuses maladies. En même temps, on va associer à cette coquille d'huître fossilisée des actifs végétaux, en particulier des huiles essentielles, d'autres types d'extraits de plantes, mais aussi des algues, de façon à travailler sur les symptômes. Et donc, on est un des seuls produits, en tout cas aujourd'hui sur le marché, à proposer à la fois ces deux actions conjointes, une action sur les symptômes et une action sur le terrain. La coquille d'huître fossilisée a vraiment un mode d'action très particulier. C'est un produit duquel on est très très fier. Et vous trouverez une vidéo sur notre chaîne YouTube qui reprend le mode d'action de la coquille d'huître et pourquoi ce composant est si important. C'est Hervé qui l'a animé et qui vous pourrez la suivre et donc vraiment bien comprendre pourquoi il est si important de travailler sur cet équilibre acido-basique et pourquoi la coquille d'huître fossilisée est un candidat parfait pour remplir ce rôle. Alors, donc, on travaille, c'est vraiment notre leitmotiv à la fois sur les symptômes et sur le terrain. Le but, c'est du coup d'avoir un rôle à la fois préventif et curatif et d'éviter les récidives. Tous nos compléments alimentaires sont dosés de façon à avoir une action, hein, donc on est efficace, et en même temps, les produits sont évalués pour être complètement sécuritaires. Et c'est aussi hyper important parce qu'on est quand même dans un contexte où l'utilisation des huiles essentielles tend à se répandre, à se démocratiser, et avec cette utilisation, on a aussi beaucoup de mésusages, et donc l'utilisation de produits où toutes ces huiles essentielles sont déjà préassemblées, eh ben, c'est beaucoup plus sécuritaire pour le patient. Et quand on conseille des huiles essentielles ou des compléments alimentaires à base d'huiles essentielles, eh bien pour un pharmacien, c'est aussi rassurant d'avoir un produit qui a été élaboré dans une démarche sécuritaire et validé en ce sens. Voilà, évidemment, on a très à cœur aussi d'utiliser uniquement des produits qui sont de qualité optimale, avec des huiles essentielles chémotypées, biologiques. Pour les algues, c'est la même chose. Et donc, tout ça va nous permettre d'avoir un produit voilà, plus efficace et sûr pour nos clients. Allez, entrons tout de suite dans le vif du sujet. On va parler donc du thème qui nous occupe aujourd'hui, les poux. Alors, avant de voir un petit peu plus en détail le pouls et les produits qui vont être efficaces pour lutter contre leur prolifération, un petit rappel, une petite mise en perspective finalement dans le contexte économique. Alors, les produits anti-poux représentent un marché très important. Et ce qui est assez frappant sur ce graphique qui représente les unités vendues au cours de l'année, je crois que c'était l'année oui, 2014 à peu près, hein, c'est dans ces eaux-là, donc ça date un petit peu. Je n'ai pas trouvé plus récent, mais ça fait rien, le marché est à peu près le même d'une année à l'autre, en tout cas en termes de dynamique. Et ce qu'on voit très bien, c'est que le nombre d'unités vendues est, on a toute l'année des ventes de produits anti-poux, mais évidemment beaucoup plus aux alentours de la rentrée. Et donc, on commence à avoir les ventes qui explosent début d'été et puis évidemment aux alentours donc, du mois de septembre. Mais on voit quand même que les ventes sont relativement importantes tout au long de l'année. Et ça représente quand même 4,3 millions d'euros. Ça représentait ça en tout cas en 2014. Donc, c'est vraiment un marché qui pèse lourd au niveau national. Et alors, ce marché, finalement, comment est-ce qu'il se répartit entre les différents acteurs? Eh bien, on a cette analyse qui a été faite autour donc, de 2018-2019 et on voit que les leaders, eh bien, c'est la marque représentée ici en vert, c'est Cooper, avec son produit Puxit, qui représente l'essentiel des ventes. Hein. Mais voilà, on a, vous voyez, un nombre d'acteurs relativement réduit finalement. On a à peu près 5 acteurs principaux qui représentent l'immense majorité des ventes en pharmacie de produits anti-poux.
Voilà. Alors, tous ces produits revendiquent une certaine efficacité testée en laboratoire. Et donc, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de présenter le type de tests qui sont réalisés pour attester l'efficacité des produits. Et donc, ce n'est pas le seul test, hein, mais en tout cas, c'est un des protocoles qui est utilisable. Alors, dans un premier temps, évidemment, il faut mettre en contact les poux avec le produit qu'on veut tester. Ça semble assez évident. C'est ce qu'on voit dans la phase A. Les poux sont très sensibles à la chaleur, on le verra tout à l'heure, donc il est important de chauffer le produit à la bonne température pour que ça ne soit pas simplement un choc thermique qui altère les poux, parce qu'évidemment, ça perturberait la lecture des résultats. Une fois que les poux ont été incubés pendant un temps qui est déterminé pour vérifier l'efficacité du produit, eh bien, les poux sont ensuite rincés avec de l'eau du robinet avec une piscette, ok, donc on rince bien les poux. Et puis ensuite, on va simplement vérifier le nombre de poux encore bien vivants, encore dynamiques. Et pour faire ça, eh bien, il y a deux façons. D'abord, on va simplement regarder les poux qui sont morts. Ça se voit assez rapidement. Et puis ensuite, on va prendre les poux qu'on a rincés et on va les placer sur un petit bout de velours, de tissu de velours, et on va appliquer une source de chaleur d'un côté. Et comme les poux aiment bien la chaleur, eh bien, ceux qui sont encore assez dynamiques pour le faire, vont pouvoir se déplacer vers la source de chaleur. Et donc, ça nous permet de déterminer ceux qui sont encore bien dynamiques, ceux qui sont encore vivants, qui se déplacent tout doucement, mais qui sont quand même pas loin de trépasser, et puis ceux qui sont complètement morts. Et donc, en gros, on va avoir trois catégories de poux, hein, les morts, les KO et les vivants. Voilà. En gros, c'est comme ça qu'on évalue les tests. Et donc, le but d'un test, finalement, c'est de déterminer le temps au bout duquel le produit est suffisamment efficace pour générer soit un très grand nombre de poux KO, soit morts, et puis de vérifier du coup le pourcentage d'efficacité. Le produit ne peut être vraiment efficace que s'il est utilisé conjointement avec un peigne. Parce que lorsque le pouls est KO, finalement, il relâche son étreinte sur le cheveu et donc il est relativement aisé de le déloger avec un peigne. Et c'est pour ça que j'insisterai beaucoup là-dessus tout à l'heure. L'efficacité des produits dépend à la fois du produit lui-même, mais aussi du peignage qui va suivre l'application. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Au niveau réglementaire, on a deux catégories qui sont théoriquement possibles pour des produits qu'on va qualifier globalement d'antipoux. D'abord, la catégorie des biocides et ensuite la catégorie des dispositifs médicaux. Alors, qu'est-ce qu'un biocide? Eh bien, ce n'est pas très intuitif parce que vous savez sans doute que étymologiquement, le suffixe cide signifie qui détruit, qui tue. Donc, étymologiquement, biocide, ça veut dire qui détruit, qui tue la vie, qui détruit la vie. Eh bien, justement, un biocide n'est pas un produit qui tue les poux. Alors, bon, allons comprendre la logique qu'il y a derrière. Un biocide est un produit répulsif. C'est un produit qui va repousser les poux, soit pour les pousser à quitter la tête qu'ils ont colonisée, soit pour les empêcher ou les décourager de regagner la tête qui a été traitée. Ouais, donc, un biocide, c'est ça. Alors qu'un dispositif médical, un antipoux classé dans la catégorie des dispositifs médicaux, lui, peut vraiment avoir une action lytique, c'est-à-dire qu'il détruit les poux. Alors, la plupart du temps, aujourd'hui, les antipoux sont classés dans la catégorie des dispositifs médicaux parce que justement, ils ont plutôt une action lytique. Ils vont détruire les poux. Ils n'auront pas pour action principale de lutter contre la colonisation de la tête. Vous voyez la différence entre les deux. Alors, mais un poux, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, à part de savoir que c'est un petit insecte, on peut aller un peu plus loin parce que la connaissance du fonctionnement et de la physiologie finalement du poux va nous permettre de comprendre derrière comment les produits anti-poux fonctionnent. Alors d'abord, faut savoir que les poux sont relativement spécifiques. Et donc, on va avoir une espèce de poux qui va être typique des vêtements et plutôt du corps des humains, et une autre espèce qui va être spécifique de la tête. Alors, si on est très précis, c'est plutôt une sous-espèce, mais c'est quand même des individus qui sont différents. Donc, Pediculus humanus corporis, ça c'est pour celui qui vit sur le corps, et le poux de tête, c'est les Pediculus humanis capititis. Voilà. Et pareil, hein, les poux des humains ne sont pas les mêmes que les poux qu'on va retrouver éventuellement sur d'autres animaux. Hein, c'est vraiment spécifique à une espèce. Et donc les poux sont relativement sensibles à la température. Hein, vous le voyez ici, les poux vont se développer sur une plage de température assez réduite
comprises entre 28 et 32 degrés. Donc, ils supportent très mal les températures extrêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se développent beaucoup à la rentrée, parce que c'est un moment où la température est juste parfaite pour eux, en plus d'avoir une concentration d'enfants potentiellement infestés élevée. Alors, comment se passe la survie d'un pou? En fait, un pou ne peut vivre que s'il est nourri, que s'il se nourrit très régulièrement. C'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, que les tests qu'on réalise sur les poux coûtent relativement cher, parce que le fait de d'élever des poux, eh bien, c'est assez compliqué, parce qu'il faut les nourrir régulièrement, sinon, évidemment, ils vont être affaiblis simplement par manque de nourriture. Et donc, entretenir un élevage de poux, c'est compliqué, et c'est pour ça aussi que les tests sont onéreux. Bref, petite parenthèse là-dessus. Les poux, donc, vont devoir se nourrir assez régulièrement. Un pou doit se nourrir au moins tous les 2 jours. Au-delà, il va mourir, et le repas dure environ 30 minutes. Voilà. Et là, à ce moment-là, il prend une couleur brune, rougeâtre, qui traduit le fait qu'il a bien mangé, en gros. Comment est-ce qu'un pou arrive à respirer, à communiquer avec l'environnement? Eh bien, grâce à des petits trous qu'on appelle des spiracles, qui communiquent avec tout un réseau de conduits à l'intérieur du pou qu'on appelle des trachées. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une image au microscope électronique à balayage, justement, de spiracles, donc l'orifice de la trachée à la surface du pou. Si on revient sur cette image, c'est ce qu'on voit là. Ce que j'appelle aussi stigmate respiratoire, c'est synonyme. Eh bien, c'est le débouché des trachées à la surface du pou. Et donc là, on voit un spiracle qui est pleinement fonctionnel. On a l'air qui va pouvoir circuler à l'intérieur sans problème. Et puis ici, on voit un spiracle. Vous voyez le pourtour du spiracle ici. Le spiracle ici est englué, et donc il est complètement obturé. On peut très bien comprendre que lorsque le spiracle est dans cette position, eh bien, le pou, en gros, est en train d'étouffer. C'est comme si nous, on nous bouchait le nez de force. Ben, on ne tiendrait pas très longtemps. C'est un petit peu ce qui se passe pour le pou. La lente fonctionne un petit peu de la même façon. Donc, la lente va donner naissance ensuite au pou, et la lente aussi communique avec l'extérieur. Et donc, elle a des besoins et elle doit communiquer avec l'environnement grâce à des échanges. Donc, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que, bien sûr, de nombreux produits anti-poux vont travailler sur ce fonctionnement-là. Alors, il faut savoir, la lente, elle est pondue par la femelle pou, évidemment, plutôt à la base du cheveu, pardon, donc proche du cuir chevelu. Ce qui fait qu'en fait, quand la lente, on retrouve la lente à la surface du cheveu, donc plutôt à quelques centimètres du cuir chevelu, eh bien, ça traduit souvent le fait que la lente est ancienne. En réalité, le pou a déjà éclos et est parti, la lente est vide, en fait, elle est creuse. Voilà. On estime qu'il faut à peu près une semaine, parfois un peu plus, à la lente pour éclore, pour donner naissance au pou. Et donc, ça conditionne aussi la fréquence d'application des produits. On va le voir tout à l'heure, les produits sont déjà efficaces sur les lentes, mais évidemment pas une efficacité à 100%. Et donc, il est important de recommencer une application à peu près une semaine après la première, de façon à venir détruire les poux qui sont nés, qui ont éclos à partir de lentes qui n'ont pas été détruites lors du premier traitement. Donc, il faut toujours au moins 2 traitements pour avoir une vraie efficacité lorsqu'on a une infestation importante. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le développement des poux? En réalité, il existe 2 catégories de produits. Et ça, on est au niveau théorique, parce qu'en pratique, vrai, il n'y en a plus qu'une. Mais théoriquement, en tout cas, il y a 2 catégories de produits. La première sont les neurotoxiques. Bon, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Principe, on détruit, on dézingue le système nerveux et ça tue les poux. Bon. Ces produits présentent une toxicité qui n'est pas neutre, ni pour l'environnement, ni potentiellement pour l'humain. Et pour cette raison, on ne retrouve plus aujourd'hui de produits de cette catégorie-là sur le marché. Tous les produits sur le marché appartiennent à la 2e catégorie, qu'on va qualifier entre nous produits étouffeurs. En fait, ils fonctionnent avec une action mécanique. On le voit sur mon petit schéma. Vous voyez, ces produits vont engluer le pou, et en particulier les fameux spiracles. Vous savez, c'est ces orifices qui communiquent avec l'extérieur qu'on voit ici et là. Et donc, en engluant les spiracles, eh bien, on va étouffer le pou et ça va l'assommer. Alors, soit ça va le tuer complètement, soit ça va l'engluer, l'endormir un peu. Et là, derrière, on place le peigne et clac, on le déloge. Et du coup, on peut le détruire, même si le produit ne l'a pas directement tué. Voilà, donc ça, c'est la catégorie des étouffeurs. Tous les produits aujourd'hui sur le marché appartiennent à cette catégorie d'étouffeurs. Alors, qu'est-ce qui joue le rôle d'étouffeur?
eh bien, ce sont des silicones. Alors, que sont les silicones? En fait, ce sont des molécules complexes, hein, très très grosses molécules qui sont des molécules synthétiques, elles sont dérivées du pétrole et on les retrouve très fréquemment dans beaucoup de produits cosmétiques. Donc, ce ne sont pas des produits qui sont toxiques, on les retrouve souvent même dans des produits à usage capillaire. Beaucoup de grandes marques utilisent des produits à base de silicone parce que c'est un effet gainant sur le cheveu et ça donne, vous savez, le côté d'une grande marque que je ne citerai pas, où quand vous faites ça, comme ça, vous avez les cheveux qui font un très joli mouvement, très ondulé, très souple. Et bien ça, c'est grâce au silicone. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout des produits qui sont toxiques. Et donc, ces produits vont venir, comme on le voit ici sur le schéma, engluer le pouls. Et regardez cette image qui est quand même très, très jolie, enfin en tout cas jolie, qui est très parlante, disons. Regardez sur la première image, on voit ici un pouls avec les deux trachées. Vous voyez là, la trachée à gauche et puis la trachée à droite, qui sont très nettement visibles. Et donc, ce qui traduit le fait que les trachées fonctionnent bien. Lorsqu'on applique le produit quelques minutes sur le pouls, eh bien, on commence à voir que la trachée ici est beaucoup moins visible. Regardez, là, elle est plus visible qu'au début, on ne la voit plus après. Hein, ce qui montre que bah, là, déjà, l'air commence à circuler beaucoup moins bien à l'intérieur de la trachée. Là, ici, la trachée droite n'est plus du tout visible. La trachée gauche commence à disparaître. Et ici, les deux trachées ont complètement disparu, ce qui veut dire qu'en fait, là, le pouls est asphyxié. Et comme il n'a plus d'approvisionnement en air, bah, on peut imaginer que derrière, ils sont un peu KO. Et donc, j'insiste, c'est le peigne qui va venir le déloger. Le même type de fonctionnement est observé sur les lentes. Hein, en venant engluer la lente dans ce silicone, eh bien, on l'empêche de respirer, on l'empêche de communiquer avec l'extérieur. Et donc, bien sûr, ça va venir empêcher sa capacité à donner naissance à un pouls fonctionnel. Il y a d'autres ingrédients qui sont très efficaces sur les poux, ce sont les huiles essentielles. Alors, ce n'est pas forcément très connu, pourtant on a beaucoup d'études qui attestent de l'efficacité, puis des études qui nous permettent d'avoir une représentation très visuelle, et c'est ce que je voulais vous montrer dans la partie basse de la slide. Alors, avant d'aller là-dessus, je voulais juste vous montrer le petit tableau ici qui est assez parlant. Hein, donc là, vous avez le pourcentage de mortalité qui est représenté par les chiffres ici du tableau en fonction des différentes huiles essentielles traitées. Donc arbre à thé, lavande vraie, hein, ils n'ont pas mis, mais c'est lavande vraie, et citron en fonction du temps d'application. Hein, et donc vous voyez que pour le titri, dès 30 minutes d'application, on a déjà un pourcentage de mortalité qui est de 10%. Hein, et puis après, bon là, certes, plusieurs heures, enfin quand même, on a un pourcentage de mortalité qui atteint 90%. Voilà, je vais voir pour les autres huiles essentielles, mais vous voyez quand même que globalement, les huiles essentielles peuvent avoir une efficacité, et parmi celles qui sont testées, le titri est de loin la plus efficace. Et comment est-ce qu'il agit, ce titri, si on prend cet exemple? Eh bien, regardez, les chercheurs sont allés plus loin que simplement évaluer d'un point de vue statistique l'action du titri sur les poux. On a aussi voulu comprendre comment l'huile essentielle allait agir sur le pouls. Et bien là, vous avez des images qui montrent que l'huile essentielle de titri appliquée pendant 20 minutes à 1% allait déclencher une rupture de l'intestin. Vous voyez, là, on voit très bien, on a une sorte d'hémolymphe, là, c'est l'équivalent du sang pour les insectes, qui va se répartir dans tout l'abdomen, pardon. Donc, simplement au bout de 20 minutes, et puis si on attend un petit peu plus, là, 30 et 60 minutes, eh bien, on voit que l'hémolymphe se répartit au-delà de l'abdomen, on l'a après dans le thorax, et puis ensuite, ça passe carrément dans les pattes. Donc, à ce niveau-là, on peut imaginer que le pouls, il soit quand même pas bien en forme. Donc, les huiles essentielles sont aussi efficaces sur les poux, en tout cas en particulier le titri. Et regardez, on a aussi testé l'efficacité du titri sur les lentes. Alors, ce graphique vous montre le pourcentage d'œufs qui ont avorté. Alors, les tests sur les lentes sont plus compliqués que les tests sur les poux, puisque pour tester l'efficacité d'un produit sur une lente, il faut qu'on mette à l'incubation des lentes avec le produit. Ensuite, on rince et ensuite, on attend, puisque le but sera de voir combien de lentes ont donné naissance à des poux. Et donc, c'est beaucoup plus long à mettre en place et aussi, si on veut mettre au point un produit anti-poux, beaucoup plus onéreux pour un laboratoire qui cherche à le commercialiser. Alors, regardez ce qu'on voit ici. On a testé donc l'huile essentielle d'arbre à thé à différentes concentrations sur des lentes. Et donc, la partie non traitée, c'est les ronds noirs. Donc, vous voyez que lorsque des lentes ne sont pas traitées, et ben, en gros, le pourcentage d'œufs qui ont avorté est de zéro. Autrement dit, toutes les lentes ont donné naissance à des poux. En revanche, dès que vous commencez à avoir une incubation avec du titri, dès 1%, hein, donc c'est très bas, dès 1%, eh bien, vous commencez à avoir un pourcentage tout à fait significatif de lentes qui n'ont pas donné naissance à des poux, donc qui ont avorté. Et évidemment, plus le pourcentage est élevé,
plus on va avoir une efficacité. Bon, encore que ça sature, on voit qu'au bout d'un moment, qu'on soit à 8 ou à 4%, ça ne change pas grand-chose, hein. Entre 1 et 2, ça change. Après, c'est quand même relativement identique. Donc, on voit que finalement, même avec une concentration basse, le titri est efficace et qu'on n'est pas beaucoup plus efficace, en tout cas sur les lentes, avec une concentration plus élevée. Donc, tout ça, c'est quand même vraiment intéressant de voir comment, finalement, les huiles essentielles sont efficaces sur les poux et aussi sur les lentes. Là encore, les chercheurs sont allés plus loin et ont poussé jusqu'à essayer de voir comment les huiles essentielles agissaient sur les poux, quel est leur mode d'action. Alors, on a parlé de l'action sur l'intestin, par exemple du titri, donc je ne vais pas revenir là-dessus, on a une belle image qui l'a démontré, mais on a une autre action qui est une action neurotoxique. Et là, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on va avoir par cette action une action qui recoupe un petit peu les fameux insecticides là, neurotoxiques qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et bien là, grâce au titri, on va pouvoir retrouver ce mode d'action grâce à une action inhibitrice sur une enzyme très importante du système nerveux qui s'appelle l'acétylcholinestérase. Et donc, regardez, ce graphique montre le pourcentage d'inhibition de cette fameuse enzyme grâce à deux molécules qu'on retrouve très souvent dans les huiles essentielles. Le terpinène 4 qui est représenté par la courbe basse, ici. Le terpinène 4 qui est le composé majoritaire du titri. Alors, l'inhibition, elle est 20%, hein, c'est pas rien. Enfin bon, c'est pas non plus très élevé. En revanche, regardez, pour le 8-cinéol, on a une inhibition qui atteint rapidement quasiment 90%. Hein, donc, on voit très bien que le 8-cinéol, finalement, est très efficace pour venir perturber le fonctionnement du système nerveux du pouls. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que on va pouvoir combiner des huiles essentielles à la fois avec des huiles essentielles qui contiennent du 8-cinéol et des huiles essentielles, par exemple de titri, qui vont pouvoir agir en synergie pour travailler à la fois sur la structure, sur l'intégrité même du pouls, hein, au niveau de son intestin, et à la fois sur une action neurotoxique. Le 8-cinéol, je ne sais pas si la molécule vous parle, mais c'est l'autre nom de l'eucalyptol, alors, qui a un nom de molécule qui est peut-être plus évocateur, puisque d'emblée, avec ce nom de molécule, on comprend bien que ça correspond en fait à l'odeur d'eucalyptus. Donc les huiles essentielles qui contiennent du 8-cinéol, ce sont les huiles essentielles d'eucalyptus radié, globuleux, ravinsara, laurier noble, mais aussi lavande aspic, par exemple. Voilà. Donc vous voyez qu'on a vraiment tout un tas d'huiles essentielles qui peuvent agir sur les poux aussi. Voilà. Alors, j'espère que du coup, à l'issue de cette présentation, vous avez une vision un peu plus claire du mode d'action des produits. Et évidemment, la conclusion de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça marche, comment ça fonctionne en fait. Alors, si je résume tout ce que je viens de dire, vous voyez que l'association de silicones qui vont engluer les poux, qui vont boucher les trachées et donc empêcher les poux de communiquer avec l'extérieur, et des huiles essentielles qui vont altérer le poux, aussi bien au niveau de son système nerveux que de sa structure interne, eh bien, c'est une association qui est vraiment gagnante pour avoir le maximum d'efficacité. Tout ça ne peut s'entendre que si on couple l'application du produit avec un bon peigne. Le peigne est un élément fondamental du traitement puisque le produit ne va pas directement tuer forcément 100% des poux, mais il va en tout cas les sonner suffisamment pour qu'ils relâchent leur étreinte et que l'application du peigne permette ensuite de les éliminer. Donc c'est vraiment l'association produit plus peigne qui permet d'être parfaitement efficace. Et je terminerai aussi en insistant sur un point, c'est le traitement de l'environnement. Hein, les poux, vous l'avez vu, peuvent survivre un jour ou deux entre deux repas, ce qui veut dire que des poux qui tombent au sol, qui tombent sur la literie, vont pouvoir ensuite recontaminer soit l'enfant, soit s'il y en a d'autres qui dorment pas trop loin l'un de l'autre, voilà, ça peut passer de l'un à l'autre. Hein. Donc il est hyper important de venir traiter également l'environnement. Alors, déjà, en lavant régulièrement les draps, hein, puisque vous avez vu, les poux sont très sensibles à la température. Donc, si déjà on lave à 40 degrés, eh ben, on a une bonne efficacité sur les poux. Et entre les lavages, eh bien, on va appliquer aussi des produits pour traiter l'environnement. Il y a un autre aspect auquel on ne pense pas souvent et pourtant qui est très important, c'est l'aspirateur. L'aspirateur va aussi permettre de participer finalement à l'assainissement de l'environnement au niveau des poux. Et donc, avec toutes ces actions-là, on va avoir vraiment une efficacité, faire en sorte que les traitements sont du coup durables. Quoi. Et je terminerai juste, je rappelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais vraiment insister là-dessus, il faut aussi faire 2 traitements successifs à peu près à 1 semaine d'intervalle pour éliminer les poux qui n'auraient pas été éradiqués la première fois et qui seraient nés à partir de lentes qui n'ont pas avorté. Hein. Donc je résume, pour que ce soit bien clair, 2 traitements successifs, traitement de l'environnement, peignage, et là on a quand même quelque chose qui marche bien avec en plus l'aspiration
au milieu de tout ça. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des poux et des produits surtout efficaces. Et puis, bah, je suis disponible pour vos questions. Alors, Julie, peut-on attraper des maladies via les poux? Pas à ma connaissance. Contrairement aux moustiques. Ouais, pas à ma connaissance, Donc, il non. n'y a pas de virus ou Je ne quelque sais pas chose. si vous avez entendu ce qu'a dit Hervé, hein, mais Hervé a précisé, contrairement aux moustiques, effectivement, on a d'autres insectes qui véhiculent des maladies, les moustiques, les tiques aussi, hein. J'attire votre attention là-dessus. On a fait aussi un atelier learning sur la maladie de Lyme. N'hésitez pas à aller le consulter sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, on vous propose des approches aussi, mieux comprendre du coup cette maladie. Voilà, c'est aussi intéressant d'avoir une vision globale, les poux, les tiques, la maladie de Lyme, etc. Mais en tout cas, en particulier pour les poux, le problème est plus un problème voilà, un peu personnel, quoi, hein. C'est désagréable et évidemment, on ne peut pas garder des poux, mais ça ne Ça transmet pas gratte. directement la maladie. Et puis ça gratte, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y avait une question à l'atelier précédent concernant le quid de la neurotoxicité des huiles essentielles sur la cholinésterase chez l'humain. Alors, absolument. J'ai insisté sur le fait que la cholinestérase allait être inhibée par certaines huiles essentielles, en particulier, rappelez-vous, le 1,8-cinéole. Et donc, on peut se poser la question, nous, on l'a, cette enzyme, hein, la cholinestérase, c'est une enzyme qui est ubiquitaire, on la trouve chez beaucoup d'espèces, y compris chez les humains. Donc, est-ce que finalement, l'application de cette huile essentielle, ça ne peut pas aussi être neurotoxique chez nous? Quand on la met sur des enfants en plein développement, c'est une question qui est légitime. La réponse est non, il n'y a pas de problème. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le pouls, c'est évidemment un organisme qui est tout petit. Et donc, quand on applique un produit sur lui, immédiatement, il va y avoir une absorption qui va être très importante. Et donc, une grande partie de son organisme va être exposée aux molécules. Et donc, ça va être très efficace. Chez l'humain, ce n'est pas le cas, hein. Donc, même chez un enfant, l'absorption n'est pas du tout la même. Et donc, il n'y a pas cette même neurotoxicité. Et en plus, je veux terminer là-dessus, il faut quand même être rassuré par rapport à l'utilisation des huiles essentielles dans des produits à usage cutané. Tout ça est régulé par des normes, des certificats. Et évidemment, toutes les marques qui produisent des composés à base d'huile essentielle vont respecter ces normes et donc tout est relativement cadré. Alors, j'ai une question aussi de Catherine. Quand on est au contact des chevaux ou autres porteurs de poux, toutes les semaines activité régulière, peut-on faire un traitement avec silicone essentiel distri, un méthanol toutes les semaines? Alors, Hervé, tu veux, ouais. Oui, là, c'est le vétérinaire qui parle. La plupart des poux qu'on trouve chez les animaux, que ce soit essentiellement les moutons, enfin, c'est ce genre de... Ce ne sont pas des vrais poux, ce sont des malophages. Et donc, ils ne fonctionnent pas de la même façon, ils n'ont pas la même physiologie, et ça n'a rien à voir avec le pouls de l'homme, enfin le pouls des cheveux ou le pouls du corps. Donc c'est une famille d'insectes très différents, et donc il n'y a pas de lien direct entre ce qui pourrait, parce que leur façon de respirer n'est pas la même, et ce qu'on va utiliser comme traitement sur un pouls humain, un pouls de tête, n'aura aucune action sur le pouls d'un mouton, par exemple. Et un pouls de mouton ne peut pas contaminer une tête humaine. Non. Ça, c'est vraiment important de comprendre que les poux sont spécifiques. On a des espèces de poux pour les humains, des espèces de poux pour les chevaux, pour les moutons, pour les chiens. Ça ne se passe pas d'animaux à animaux de cette façon-là. C'est très, très occasionnel. La même chose avec les puces. La puce du chien n'est pas la même que la puce du chat. Et une puce de chat, tant qu'elle trouvera des chats, elle ira sur des chats. Il faut vraiment qu'elle soit désespérée et qu'elle n'ait plus de chat sous la main pour éventuellement, provisoirement, essayer de contaminer un chien. Et réciproquement. Alors, ceci dit, on va peut-être aussi élargir la question de Catherine. Est-ce qu'on peut finalement appliquer de façon préventive ce genre de produit? C'est quand même, ils ont une action lytique, hein, ils détruisent les poux, ce n'est pas des répulsifs. Je reviens sur la question de définition au début, hein, le silicone, il ne va pas empêcher un poux de venir sur une tête, au contraire, hein. Enfin, pas au contraire, le silicone va agir sur le poux une fois que le silicone est appliqué sur le poux. Donc, le côté préventif de ce genre de produit, non, ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on est contaminé, voilà, une fois qu'on est contaminé, on applique. Voilà. Ouais, Catherine dit on va pouvoir retirer une forte idée reçue. Oui, bah, tant mieux si ce genre d'atelier peut permettre d'avoir des idées plus claires là-dessus, tant mieux.
Alors, en attendant, si peut-être d'autres questions viennent, on va aussi préciser que chez Aromalogie, on est en train de développer un produit anti-poux. Alors évidemment, on a essayé de faire le produit le plus efficace possible et donc, ben, on a, tiré profit de toute cette étude qu'on a pu mener sur le poux pour essayer de proposer quelque chose vraiment qui soit très efficace à la fois sur les poux et sur les lentes. Et donc, on a associé du silicone, une forme de silicone d'ailleurs tout à fait particulière qui va permettre d'enlever les poux de manière absolument incomparable, avec des huiles essentielles qui ont été bien sélectionnées de manière justement à travailler à la fois sur la structure du poux, hein, son système digestif, et à la fois sur le côté neurotoxique. Donc avec tout ça, le produit qu'on est en train de vous concocter devrait remplir vos attentes. Voilà, on vous en reparle très bientôt. Et on va d'ailleurs, on va faire des tests d'efficacité dont tu parlais. Voilà, Pour on est en train. l'efficacité. Les premiers tests sont bons, donc voilà, tout ça c'est très encourageant. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour votre participation. Merci Arnaud et merci Hervé. Nous vous donnons rendez-vous le 5 octobre pour notre prochain atelier e-learning qui aura lieu à la même heure et qui traitera des oméga 3, qui est un sujet extrêmement intéressant et important du point de vue physiologique et nutritionnel. Donc nous avons hâte de vous retrouver le 5 octobre et en attendant, nous vous souhaitons une bonne journée. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.